Maintenant, ce surnom Tachad est utilisé contre vous depuis longtemps, n'est-ce pas? Il est même antérieur à Tarcisio, depuis l'époque où vous étiez maire. Non? Non, non. Dans le réseau de Santa Martaxa, n'est-ce pas? C'est ça, mais enfin... Non, ce n'est pas vrai. Celui-ci, Ce n'est pas vrai. le Tachad, c'est quelque chose qui existe depuis quelques années déjà, non? Non, c'est l'affaire des Blusignas, non? Il y a des supporters que je ne peux pas contrôler. C'est pour ça que ça va tomber sur Haddad. Je ne peux pas contrôler. S'il veut être contre moi, qu'il le soit. S'il veut comprendre mon geste, c'est différent. Je veux parler avec ceux qui veulent comprendre ce qui s'est passé. Le supporter, qu'il soit du lululisme ou du fascisme, il a des jeunes prédispositions. Le chef de la police militaire, Tarcisio, selon la vision de Tarcisio, devrait être classé comme terroriste, parce qu'il couvre des policiers militaires qui servaient le crime organisé. Celui qui ferme les yeux, qui fait semblant de ne pas voir la policière militaire qui agit au bénéfice du crime organisé, c'est quoi? Mais ici, c'est Tarcisio qui l'augmente. Qui a augmenté cette taxe sur le carburant? C'était le président Lula? C'est l'impôt d'État. Ceux qui connaissent Flavio n'arrivent pas à imaginer cette figure présidentielle. Il est de la République. Ce n'est pas possible. Nous parlons de quelque chose de totalement hors sujet. Il s'agit d'une personne devenue riche en politique sans rien faire. Il s'est enrichi sans n'avoir jamais travaillé. Nous parlons d'un sénateur ou d'un député qui a plus de 20 ans de mandat et qui n'a jamais fait adopter de projet important pour le pays. Pendant le mandat du président, de son père comme président, il n'a pas réussi à faire adopter ses projets, même quand il était président, fils du président. C'est-à-dire, quelqu'un dit « Non, mais c'est très difficile de faire adopter un projet. » Mais bon, même quand ton père est président, tu n'arrives pas non plus à faire adopter un projet, parce qu'il n'y a rien de valable dans ce que tu fais. Mec, ce sont des choses qu'on ne peut même pas imaginer. Ce que cet homme a fait à la Receita fédérale, comment il a instrumentalisé l'État. Je suis arrivé là-bas après pour remettre de l'ordre dans tout ça. Il a été l'un des principaux artisans de la fin du vote de qualité, au quart. C'était sous la pression des entrepreneurs qui ne payaient pas d'impôts. Comment expliquez-vous alors la force électorale de son fils, monsieur le ministre? Ce n'est pas celle de son fils. Son fils n'a pas... Il n'en a pas... Mais le sondage montre qu'il en a un. Non, non. Un indice élevé? Non, c'est la marque Bolsonaro qui l'a. La marque Bolsonaro est votée au Brésil. C'est incroyable et c'est une fidélité que je n'ai jamais vue au Brésil. Je ne connais pas de phénomène équivalent au Brésil et il est rare d'en voir en dehors du Brésil. Même pas le lulisme? Non, le président Lula a une base très critique. Elle fluctue. Il faut rendre des comptes en permanence à cette base. Cette base exige d'être convaincu en permanence. Ce n'est pas comme ça. D'ailleurs, notre militantisme n'est pas un militantisme facile et c'est très bien ainsi, parce que nous travaillons avec des citoyens critiques. Maintenant, ce citoyen totalement acritique, qui, quoi qu'il arrive, agit presque comme dans une secte. Il va voter Flavio Bolsonaro seulement à cause de son nom? Ma question concerne surtout le pourquoi, c'est important. Une autre fake news très utilisée contre vous dit que vous n'avez pas étudié l'économie, ce qui est faux. Écoutez, d'ailleurs, c'est la deuxième fois que je vais dire ça et c'est la deuxième fois que je vais me faire critiquer, et oui. Oui, mais les gens plaisantent. J'ai plaisanté avec un ami à moi lors d'une interview, j'ai plaisanté avec un ami qui était dans le public et ensuite ils ont fait un montage. Écoutez, pour résoudre ce problème, j'étais étudiant, j'ai obtenu mon diplôme en droit, j'ai passé mon premier examen du barreau et le dernier, parce que j'ai réussi, en février 1986, et j'ai voyagé. Je suis revenu, j'ai voyagé en sac à dos. Quand je suis revenu, j'ai décidé de passer l'examen d'économiste pour devenir maître en économie, qui est un examen extrêmement difficile. Je plaisante en disant avoir étudié 2 mois, car certains passent des années pour cet examen. Moi, 2 mois m'ont suffi pour réussir. J'ai plaisanté car je me moquais toujours des économistes qui trouvaient l'examen difficile, affirmant que je n'avais étudié que 2 mois. Alors ils ont pris cette blague au sérieux. Je suis titulaire d'un master en économie, j'ai été ministre de l'économie, j'ai même reçu des éloges de la Folla de São Paulo dans une édition. C'est incroyable. C'est incroyable, n'est-ce pas? Mais Mano, laisse-moi finir, je veux finir. Finisse. Il y a le droit, l'économie, et il est politologue. C'est ce que je voulais dire. Comment classifie-t-on ce phénomène de déracinement? Et là, j'utilise vraiment cette expression, n'est-ce pas? Perdre le contact avec une réalité minimale, c'est ce qui arrive. Encore une fois, n'est-ce pas? Indépendamment de la position politique, il y a des gens qui laissent tout derrière eux, pensant qu'en arrivant au Paraguay, ils vont effectivement trouver la Suisse. Eh bien, mais il n'y a pas eu des gens qui ont bu du détergent il n'y a pas si longtemps?
Dany, ces phénomènes de masse, je ne plaisante pas avec ça, parce que cela concerne la vie des gens. Combien de personnes sont mortes du Covid parce qu'elles ne se sont pas fait vacciner? Plus de 700 000. Non, mais il y a eu des gens qui ne se sont pas fait vacciner. Quand il n'y avait pas de vaccin, il a commis un crime, il a coupé l'aide d'urgence avant de vacciner les gens, C'est pour cela que le Brésil a le pire indicateur parmi les 3 pays où il y a eu le plus de morts de la Covid proportionnellement à la population. C'est ça, c'est ce que Bolsonaro a créé. Donc à propos de Bolsonaro, Et ton Tarcísio riait à l'époque de ce genre de choses. ministre récemment, Moi, à propos de lui, pendant la campagne de 2022, pourquoi n'a-t-il pas apporté d'oxygène à Manaus? Il disait qu'il ne pouvait pas l'apporter en avion. Franchement, non. Il n'y en a pas, alors tu continues à présenter des maquettes les unes après les autres. Il y a toujours une maquette de projet de Tarcísio. Franchement, moi je suis là, elles sont jolies, tout a été fait avec l'intelligence artificielle, mais il n'y a pas de résultat, les gars. Je vais donner un autre exemple que je trouve éclairant. Tarcísio a fait des contrats. Il a renouvelé et accordé des concessions ferroviaires. Sans souci de l'intérêt public, aucune attention. Ce n'est pas moi, c'est la Cour des comptes fédérale, d'accord? Ce n'est pas une insulte de dire que la Cour des comptes fédérale a accepté que soient renégociées les concessions qu'il a prolongées en dessous du prix de la redevance et avec un engagement moindre envers de nouveaux investissements. Monsieur Renan Filos a concédé bien plus que Tarcísio, comme l'a même souligné un article de la Folha de São Paulo. D'hier, si je ne me trompe pas, de Bruno Ribeiro, montrant qu'il a fait beaucoup moins que Renan et qu'il est le grand Tarcísio de l'asphalte. Il a fait moins que Renan, qui lui a succédé. Très bien, qu'a fait Renan d'autre? Il a repris tous les contrats de Tarcísio et les a revus. Renan Filho, le ministre des Transports, a dû revoir tous les contrats de Tarcísio. Alors je demande, je vais devoir examiner les contrats de Tarcísio? Oui, je vais devoir le faire. Tous, sans exception. Je vais devoir revoir? Je vais devoir relire le contrat de Sambespe pour voir ce qu'il dit. S'il y a une clause abusive envers le consommateur, je vais devoir la contester. Je vais devoir relire ces free flow qu'il met là. Imagine, tu passes sur une route, tu penses qu'il n'y a pas de péage. Et tout à coup, tu as une dette sur un site que tu ne connais même pas. Et si tu ne devines pas que tu dois ce péage, tu paies une amende pour ne pas avoir payé le péage, pour évasion de péage. Où as-tu vu dans le monde un gouverneur bien évalué faire une chose pareille à la population? Il existe un amendement constitutionnel qui détermine la réduction des dépenses fiscales, c'est-à-dire les exonérations fiscales pour les amis du roi. Il y a beaucoup de gens qui ne payaient pas d'impôts, mais vraiment pas. Quand tu fais en sorte qu'une personne paye un impôt qu'elle ne payait pas, tu n'es pas en train de créer un nouvel impôt. Désolé. Tarcísio essaie d'utiliser une astuce pour inventer une histoire. Alors disons, dans ces 37, il y a un pari. J'ai créé l'impôt sur le revenu? Non. Il a toujours existé. Il ne paie pas. Moi, je paie. Le secteur des paris ne paie pas. Si je fais payer BT, est-ce que je crée un impôt? Quel est le sens? Les médias ne payaient pas d'impôt sur la masse salariale. Ils sont restés des années sans payer l'impôt sur l'enfance. Gued a essayé d'en finir avec ça, Guido a essayé d'en finir avec ça, Lévy a essayé d'en finir avec ça. Tous les ministres ont essayé de mettre fin à ce privilège des médias. J'ai mis fin à cela en déclarant « Ce privilège prend fin ». Est-ce que j'ai créé un impôt? Vous appelez ça créer un impôt? Moi je dis, j'appelle ça autrement, du courage pour affronter les lobbies. C'est comme ça que je l'appelle. Une banque paie moins d'impôts sur le revenu qu'un travailleur. C'est créer un impôt? Pour Tarcísio, oui. Pour moi, c'est la justice fiscale. Donc, nous avons des visions différentes sur tout. Il n'y a pas 2 personnes plus différentes que Tarcísio et moi. Et je vais expliquer quelle est la différence. la campagne de 22, Lui, ami, n'est-ce pas? La campagne de 22 est restée parce qu'il ne mentait pas, connue entre vous et lui, c'était une campagne très civilisée. tu ne dis pas que j'ai créé un impôt, tu mens. Ce climat amical de 22 ne reviendra plus, ce ne sera pas le cas. Non, tu peux revenir, je n'ai rien. L'une des différences entre les fascistes et les démocrates, c'est que le fasciste a des ennemis. Le démocrate n'a pas d'ennemis. Tarcísio est fasciste. La deuxième fois. Vous considérez Tarcísio comme fasciste? Je crois qu'il flirte avec l'extrême droite, mais je ne le qualifierai pas ainsi aujourd'hui. Mais quand il soutient la politique tarifaire de Trump, il flirte avec l'extrême droite. Quand il rit d'une blague de Bolsonaro contre les vaccins, il flirte avec l'extrême droite. Ce grand rire après la blague nulle de Bolsonaro, Autrement dit, mais s'il y avait 3 fascistes à une table et qu'il y avait une manifestation de 5 personnes, si 2 restent assises, cela fait 5 fascistes, ou Tarcísio était-il là? non, ce n'est pas ça, je suis très clair.
Je pense qu'il existe aujourd'hui une extrême droite très organisée au Brésil qui ment, qui dénigre les gens, qui les traite mal. Ce sont des détracteurs. Et je pense qu'ils ont un comportement typique de ceux qui transforment un adversaire en ennemi, qui veulent éliminer l'autre personne. Je ne veux éliminer personne. Je ne me suis jamais fait d'ennemi. Maintenant, cette flirtation de sa part. Cette flirtation de sa part avec l'extrême droite. Parce que Tarcísio, il ne veut pas perdre le vote de l'extrême droite et il ne veut pas paraître aussi peu scrupuleux que l'extrême droite. Il doit choisir qu'est-ce qu'il veut pour le pays. Faire des blagues sur les vaccins, sur les morts du Covid. Mais Tarcísio est-il vraiment engagé envers la démocratie ? Il ne s'est jamais exprimé sur le 8 janvier, il ne s'est jamais exprimé sur la dictature militaire. Que pense-t-il du régime militaire? Aurait-il le courage de dire ce qu'il pense vraiment de la dictature? J'ai des doutes. Aurait-il le courage de dire ce qui s'est passé le 8 janvier? Pour lui, c'était une pagaille. Pour lui, le fait d'avoir un plan pour assassiner le président, un plan pour empêcher les électeurs de voter, utiliser la police routière fédérale pour cela, un plan pour faire exploser l'aéroport de Brasilia. Il pense que c'était une pagaille. Maintenant, laisse-moi. Avec l'implication de militaires en service actif, avec les généraux qui sont aujourd'hui en prison, il pense que c'est une pagaille? Prenez les déclarations qu'il a faites sur le 8 janvier, prenez-les vous-même, elles sont publiques. Laissez-moi revenir là-dessus. Voici le point, n'est-ce pas? Indépendamment du jugement de valeur que l'on porte sur ses actions ou non, cette déclaration de sa part, je vais la reprendre ici. Jovem Pan surveille clairement les mouvements. Parce que le fait est que ce discours que vous qualifiez de fou, insensé, qui était quelque chose fait pour tromper, il produit des résultats dans la vie pratique. Vous devez suivre qu'il y a une vague, la plus grande vague migratoire de Brésiliens vers le Paraguay. Sur les réseaux sociaux, encouragez. Les réseaux sociaux appellent le Paraguay la nouvelle Suisse de l'Amérique latine, de l'Amérique du Sud. Et ce n'est pas pour rien, n'est-ce pas, qu'il dit que les entreprises sont en train de déménager. Comment le Brésil a-t-il battu le record de création d'emplois? Je râle, je peux le faire? Comment créer des emplois si les entreprises quittent le Brésil? Calme-toi, laisse-moi finir. Je peux faire la mise en garde professionnelle. C'est un mensonge, non? Non, pas toutes. La plus grande entreprise de production de protéines au monde, c'est JTF. Elle est ici au Brésil, elle y est aussi. Donc, c'est un mensonge. Il abuse d'une figure de style, généralise et se trompe. Actuellement, 28 000 Brésiliens attendent d'entrer au Paraguay, croyant que c'est la nouvelle Suisse brésilienne. Tu sais combien de Brésiliens vivent au Paraguay? Et tu sais quel est leur discours? Ce sont des centaines de milliers. Ils disent que la charge fiscale au Brésil est insupportable. La charge fiscale au Brésil reste à peu près la même depuis la fin du gouvernement Fernando Henrique Cardoso. Elle oscille de 0,5 vers le haut ou vers le bas. Une politologue. Je te donne des données officielles, mais je dis que la charge fiscale au Brésil, depuis la fin du gouvernement Fernando Henrique Cardoso, je parle de 2002, elle est relativement la même. Un demi-point de plus ou de moins. On n'est pas? La charge fiscale nette fédérale n'est pas la plus élevée de l'histoire. Voilà. 2010... Je ne discuterai pas des faits avec vous. Les faits sont des données. Parfait. Mais je dois donner le fait. Les personnes qui nous écoutent ne connaissent pas ce chiffre par cœur. La charge fiscale nette du gouvernement fédéral a été la plus élevée en 2010 parce que l'économie a cru de 7,5%, 7,5%. Il y a eu une énorme formalisation du travail, les recettes de la sécurité sociale ont explosé et il y a eu la plus grande collecte d'impôts lorsque l'économie a cru de 7,5%, 7,5% en 2010. Elle ne sera plus jamais ce qu'elle était en 2010. Je vais répéter le concept, parce qu'après, il y a toujours quelqu'un pour vérifier les faits, les recettes. On dirait les bolsonaristes qui parlent des agendas de gazage. Je parle ici d'un concept que tout économiste connaît, qui est les recettes fédérales nettes. C'est ce qui demeure dans le coffre de l'Union après avoir remis aux États et municipalités ce qui leur revient de droit. Ce n'est pas ce que l'Union a collecté. Ce n'est pas vrai que nous avons la plus grande charge fiscale. Parfait. Contrairement à l'État de São Paulo, Tarcísio l'augmente ici, qui a augmenté l'ICMS sur le carburant. C'était le président Lula. C'est une taxe d'État.